Un élève d'une grande école de cuisine située au milieu de la Floride avait énormément de mal à choisir quel plat il allait présenter à son examen final. Il passa de longues soirées seul dans les cuisines de son école afin de préparer un plat qui serait digne de ce qu'il pensait être un grand talent. Mais tout ce qu'il préparait n'était jamais à son goût. Il ne voulait pas d'une viande ordinaire, il voulait quelque chose de plus hors du commun, quelque chose de plus exotique. Et c'est là qu'il eut l'idée de cuisiner une anguille. L'école n'en disposait pas à ce moment. Il profita donc de la faune locale et choisit d'aller attraper sa propre anguille dans les marécages. Il se débrouillait bien dans la pêche. Il pensait donc que cela ne serait pas très difficile. Une fois arrivé dans le marais, il passa plusieurs heures à essayer de choper des anguilles à main nue. Après plusieurs heures de tentatives, il regretta de ne pas s'être arrêté dans un magasin de pêche afin d'acheter au moins le minimum. Après ce qui lui semblait être le millième échec, il perdit son sang-froid et commença à taper aléatoirement sur tout le décor qu'il y avait autour de lui, afin de calmer ses nerfs. Vous pourrez dire maintenant qu'il n'avait peut-être pas de chance, ou qu'il devait avoir un très mauvais karma, car sa petite crise de colère lui fit perdre l'équilibre en élau de pierre et lui fit tomber tête la première dans l'eau, s'en assommant sur le coup. Il flotta comme cela au-dessus de l'eau et fut entraîné par le faible courant qui l'emmena à plusieurs kilomètres de son école. Il se réveilla dans les alentours de 10 heures, l'heure à laquelle il devait aller se coucher afin d'être prêt pour le concours du lendemain. C'était sa montre qui l'avait prévenu de l'heure qu'il était, du moins le réveil de sa montre. Totalement déboussolé et ne comprenant pas ce qui lui était arrivé, il ouvrit lentement les yeux et tenta de se relever. Mais il ne put réussir à se relever. Il n'avait quasiment aucune force. Il se demanda pourquoi il était devenu si faible et pourquoi le simple fait de lever la tête était un effort digne des Jeux Olympiques. Il réussit quand même à se lever légèrement et remarqua que ses jambes étaient couvertes de plaies. Des plaies dont des quantités astronomiques de sang en sortaient et plusieurs poissons, comme des anguilles et autres carnassiers, étaient accrochés à lui, en train de le dévorer. Il hurla de toutes ses forces, comprenant que la quantité de sang qu'il avait perdu l'empêcherait complètement de pouvoir bouger et qu'il était à la merci de ces charognards. Il resta comme cela pendant plusieurs longues minutes. Il s'imaginait déjà mort, allongé là dans quelques centimètres d'eau et se faisant dévorer parce qu'il avait à la base prévu de cuisiner lui-même. C'est alors qu'il entendit quelqu'un marcher dans sa direction. Il tourna légèrement la tête et vit une grande silhouette s'approcher de lui. Il ne la voyait pas très bien avec l'obscurité qui était tombée, mais il discernait quand même un homme de très grande taille qui commençait à retirer les poissons accrochés aux jambes du jeune homme. Le jeune, débarrassé de ses mini-prédateurs, se sentit rassuré et sauvé. L'homme le ramassa, le mit sur son épaule et le conduisit à ce qu'il semblait être une vieille camionnette. Malheureusement pour le jeune, il n'avait plus beaucoup de force et n'arrivait quasiment pas à rester éveillé. Il avait peur de fermer les yeux une dernière fois et de ne jamais se réveiller. Mais malheureusement la fatigue l'emporta et juste avant de fermer les yeux définitivement, il entendit l'homme parler à voix haute. Pour une fois que le bayou nous ramène autre chose à manger que des alligators et des vieux poissons, nous allons enfin pouvoir nous faire plaisir. Un groupe de 3 amis était parti visiter la forêt de Brocéliande.
Cette légendaire forêt en Bretagne, où la légende raconte que le plus grand des arbres au cœur de la forêt y cacherait la tombe de Merlin. Enfin, cela est l'une des centaines de légendes qui parcourent cette légendaire région. L'un des trois jeunes, que nous appellerons Édouard, décida de prendre un autre chemin afin de faire des découvertes qu'il pourrait se vanter qu'elles soient de lui-même. Édouard marcha comme cela aléatoirement dans la forêt. La nuit tomba bien vite dans cette forêt épaisse, mais Édouard savait à quel moment il devait rentrer et par où passer pour éviter de passer la nuit dans ce gigantesque labyrinthe végétal. Il s'apprêta à rebrousser chemin quand il tomba sur un très inattendu animal. C'était un petit pandarou qui était là, au milieu du chemin. L'animal se dressa sur ses pattes arrière et lui fit comme un signe de câlin. Dans un premier temps, Édouard resta d'abord sur ses gardes, mais il ne put résister longtemps au charme du petit animal, qui était l'un de ses préférés. Il s'avança donc prudemment de lui et le prit lentement dans ses bras. Il eut l'impression de faire un câlin à une grosse peluche et apprécia énormément cet instant. Mais la grosse peluche devena rapidement une immense créature. Édouard ne put comprendre ce qui lui arriva, tellement la scène fut rapide. Il passa d'une créature de rêve à une monstruosité, comme il en rôde beaucoup dans ces bois étranges. Les deux amis d'Édouard, pendant ce temps, continuaient à avancer sur un autre sentier non loin de là, quand ils entendirent leur ami hurler au loin. Surpris et effrayés, ils coururent dans sa direction afin de voir s'il avait des problèmes. En arrivant sur place, il ne découvrit qu'un corps déchiqueté et totalement irreconnaissable. Mais ils reconnurent rapidement le sac à dos de leur ami, qui lui aussi était dans un bien triste état. Complètement paniqués et ne sachant pas quoi faire, ils commencèrent à prendre leur téléphone afin d'appeler les secours. Mais bien sûr, il n'y avait pas de réseau dans cette épaisse forêt. Ils décidèrent donc de retourner à leur voiture pour aller chercher de l'aide. Mais sur le chemin du retour, ils tombèrent nez à nez avec un petit koala, qui était leur animal préféré. Il existe ici et là, un peu partout en Europe, des tombes avec un genre de cage afin de les protéger. Du moins, cela est la version officielle. Car voyez-vous, officiellement, dans le temps, il était rare quand les docteurs avaient le droit d'opérer sur des patients qui étaient déjà décédés. L'Église considérait ça comme de la profanation de cadavres. Et en aucun cas cela était acceptable. Pendant un long moment, les gens mouraient sans savoir de quoi, car impossible de savoir quels organes étaient touchés et comment ils auraient pu être soignés à temps. Plusieurs médecins engagèrent donc certains hommes peu scrupuleux et qui feraient tout pour de l'argent afin de pouvoir déterrer certaines personnes mortes de maladies très spéciales et des plus énigmatiques. Ces pilleurs de tombes devaient simplement déterrer le corps, le ramener chez le docteur, puis le remettre à sa place. Enfin, ils le remettaient à sa place, s'ils avaient le temps bien sûr, et si la police ne regardait pas trop autour de la tombe. Bien souvent le corps était simplement abandonné dans les bois, ou balancé à la rivière. Mais comme je vous l'ai dit bien sûr, cela est la version officielle de la présence de ces grilles. Quand la médecine réussit à faire de gros progrès et que les vieux clichés sont tombés, la profanation de ces cultures s'arrêta brusquement et la société qui forgeait ces cages ferma définitivement boutique. Et nous pouvons voir maintenant ici et là quelques tombes qui disposent encore de ces cages, car la société avait sûrement la flemme de venir toutes les récupérer. Mais la réalité n'est pas du tout aussi rose que cela. Cette société travaille bel et bien encore, mais
dans l'ombre, à l'abri des regards. J'en fais moi-même partie. Je ne forge pas les cages moi-même, mais je m'occupe de leur bon fonctionnement et qu'elles vieillissent bien. Vous vous en doutez donc, je suis officiellement un fossoyeur. J'habite une petite maison dans un cimetière. Cela peut vous sembler horrible au premier abord, mais croyez-moi que les morts sont de très bons voisins. Ils ne se plaignent jamais la nuit du bruit, et ils n'en font pas eux-mêmes. Enfin, presque tous. Car voyez-vous, il y a dans mon cimetière une tombe avec cette fameuse grille. Et mon métier dans cette société, comme je vous le disais plus tôt, est de surveiller qu'elle vieillisse bien. Car une fois par an, son occupant actuel essaiera d'en sortir à tout prix. Je ne les ai jamais vus de mes propres yeux. On ne sait pas exactement ce que cela est. Quelques-uns de mes collègues m'ont parlé de vieux seigneurs vampires très puissants, d'autres d'un genre de momie, et les derniers me parlent souvent de puissants démons qui essayent comme ça de revenir sur Terre. Tout ce que je peux vous certifier, c'est que ce soir, il essaiera de sortir, comme il le fait tous les ans, à la même date. Ce soir, je ne dormirai pas de la nuit. Je resterai là, assis à côté de cette tombe. Et j'écouterai toute la nuit ces horribles hurlements qui, pour la grande majorité d'entre vous, vous tiendraient certainement éveillés toutes les nuits, jusqu'à l'année prochaine. Cela s'est passé il y a presque un an de cela. Un champ de maïs, récemment retransformé en labyrinthe, faisait la joie des grands amateurs de l'horreur. Une petite attraction simple que vous avez sûrement tous déjà connue. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous explique rapidement. Un gigantesque labyrinthe de maïs où il y aura deux équipes, les survivants et les zombies. Les zombies doivent attraper les survivants et les survivants, eux, doivent sortir du labyrinthe le plus rapidement que possible. L'une des plus belles attractions durant la période d'Halloween. Mais le drame de l'un d'entre eux ne s'est pas passé durant l'une de ces parties. Cela est arrivé dans la nuit du 30 octobre. Il était un peu plus de 23 heures du soir, quand un agent de maintenance se promenait dans le labyrinthe et surveillait que tout était bien en ordre. Aucun petit raccourci ou de petits débris laissés par les précédents visiteurs. Il tomba très rapidement sur un homme qui n'avait plus rien à faire ici. C'était un vieil homme, vêtu de noir, qui était là blotti dans un coin et qui cherchait visiblement à ne pas être vu. L'agent de maintenance commença à dire au vieil homme qu'il devait partir car il n'avait plus rien à faire ici et que le labyrinthe était fermé pour la soirée. Mais le vieil homme refusa de partir. Il lui dit qu'il était mieux dans ce labyrinthe car ici, il ne ferait de mal à personne. L'agent de maintenance insista de nouveau afin de faire partir le vieil homme. Encore plus culotté de sa part, il dit même à l'agent de maintenance que c'est lui qui devrait partir et ne plus revenir ici. Très énervé, l'agent de maintenance retourna à l'accueil afin d'y retrouver son collègue de la sécurité pour qu'il vienne le faire partir. L'agent de sécurité fut d'abord très surpris d'entendre que quelqu'un était resté dans le labyrinthe. D'après lui, tous les visiteurs qui étaient entrés étaient bien ressortis et avaient laissé leur petit passe à l'entrée. Les deux hommes comprirent rapidement qu'il n'était pas qu'un squatteur, mais de plus un resquilleur, qui n'avait visiblement pas payé sa place afin de ne pas se faire remarquer. C'est avec une grosse colère que l'agent de sécurité alla dans le labyrinthe afin de faire partir le squatteur. Il ne cessait de répéter que si quelqu'un apprenait qu'il avait laissé passer un resquilleur, il risquerait de perdre sa place. Les deux agents décidèrent de se séparer afin de retrouver plus rapidement ce vieil homme, qui de toute façon ne devait pas être parti bien loin. L'agent de maintenance connaissait le labyrinthe comme sa poche, et il était impossible
qu'il s'y perde. Il y avait même ces petits raccourcis qu'il avait aménagés lui-même durant la fabrication du labyrinthe. Au bout de plusieurs minutes, l'agent de maintenance ne trouva rien de son côté et essaya d'appeler son collègue par talkie-walkie. Mais celui-ci ne répondait pas à ses appels. Il essaya comme cela pendant plusieurs minutes, mais la seule réponse qu'il eut, c'est un hurlement de terreur qui provenait au loin du labyrinthe. L'agent de maintenance y alla le plus rapidement possible, afin de voir si son collègue n'était pas en difficulté. Tout le long du chemin, il eut l'impression d'être suivi par quelque chose de très gros. Il entendit même à plusieurs reprises, comme des grognements d'un gros animal en colère. En arrivant sur place, il découvra l'agent de sécurité complètement déchiqueté et dont le corps était répandu un peu partout sur une très grande zone. L'agent de maintenance ne put s'empêcher de vomir devant ce terrible spectacle. Il reprit vite ses esprits et essaya de faire demi-tour afin d'appeler de l'aide de la part de n'importe qui. Mais il n'eut pas le temps de quitter un couloir qu'il se retrouvit nez à nez avec la bête. Lui qui ne croyait pas aux histoires de monstres, il avait face à lui un authentique loup-garou. Une immense créature de plus d'1,90 m de haut, le poil noir, aussi noir que les ténèbres, une énorme rangée de dents acérées, d'où y dégoulinait encore le sang frais de son collègue, fraîchement tué, et d'horribles yeux rouges, d'où en sortait la colère et la haine que cet animal en avait pour l'espèce humaine tout entière. L'homme était paralysé sur place par la peur, mais quand la bête commença à avancer dans sa direction, l'homme reprit ses esprits et courut le plus rapidement afin d'essayer d'échapper à une mort certaine. Le loup n'était pas très loin de lui, mais par chance, l'homme avait un passage secret non loin de là. C'est ce qui lui sauva la vie. Le loup ne le vit pas passer à travers ce passage et le perdit complètement de vue. L'agent de maintenance continua à courir aléatoirement dans le labyrinthe en essayant de mettre le plus de distance possible entre lui et la créature. Mais il ne pouvait s'empêcher d'imaginer de la croiser à chaque fois qu'il passait un couloir, à chaque fois qu'il tournait la tête, ou même de la voir apparaître devant lui, à chaque fois qu'il clignait des yeux un peu trop longtemps. Dans sa course complètement aléatoire, il se retrouva au milieu du labyrinthe, là où s'y trouvaient les toilettes des visiteurs. Il s'enferma dans l'un d'entre eux et y resta là afin d'attendre les secours. Il attendit comme cela pendant plusieurs heures, en essayant de ne pas hurler, de ne pas pleurer, afin de ne pas attirer l'animal qui rôdait probablement encore dans le coin. Il comprit rapidement que c'était ce vieil homme qui devait être la bête qui avait tué son collègue et qui l'avait pourchassé partout dans le labyrinthe. Après plusieurs heures d'attente, il se crut sauvé, mais malheureusement, l'animal le retrouva. Il entendit les bruits de la créature qui rôdait tout autour du bâtiment afin d'essayer de trouver quelle porte était la bonne. L'homme comprit rapidement qu'il ne sortirait pas vivant d'ici. Et pendant qu'il commença à gribouiller quelque chose au marqueur sur le mur, la créature tapa de toutes ses forces sur la porte, puis la fit voler en arrière et emporta l'agent de maintenance avec lui. Ce n'est que le lendemain matin que des collègues à lui retrouvèrent les deux corps, ou du moins ce qu'il en restait, dispersés un peu partout dans le labyrinthe. Ils retrouvèrent également une note dans les toilettes. Il était écrit « Faites attention au vieil homme et ne le dérangez surtout pas. » Cela s'est passé il y a presque un an. Quand vous aussi, cette année, vous irez dans un labyrinthe de maïs afin d'y fêter Halloween avec vos amis. Surtout, si vous voyez un vieil homme vêtu de noir et qui essayera de passer incognito au milieu de tout le monde, un conseil, ne restez pas trop près de lui. On ne sait jamais, il pourrait bien avoir une grosse faim de loup.
Bonjour à vous. J'espère que vous n'êtes pas là pour un autographe. Vous voulez savoir pourquoi je suis là, au milieu de tout ce petit monde, et servi par le meilleur barman que l'on peut avoir dans la mort? Cela est arrivé il y a un siècle de ça maintenant. C'était en 1920. J'étais une grande chanteuse, et une des meilleures ventes des 78 tours. Je chantais les chansons des plus grands compositeurs de l'époque. Je remplissais les plus grandes salles de concert du monde entier. Je portais les plus belles créations des grandes maisons de haute couture. J'avais tout simplement le monde entier à mes pieds, et je peux vous dire que j'en ai très bien profité. Sûrement un peu trop quand j'y repense maintenant. Ma vie a pris fin après une longue après-midi à faire les magasins avec plusieurs amis. Nous allions de magasin de luxe en magasin de luxe, sans faire attention à l'heure tardive. J'ai proposé d'aller terminer la journée à une exposition d'art privé à laquelle j'avais été conviée plusieurs jours à l'avance. Mais je ne vous cacherai pas que si j'avais été seule ce soir-là, je n'y serais jamais allée. Je suis une femme de spectacle, et regarder des tableaux pendant des heures est pour moi un ennui des plus mortels. Mais c'était surtout une excuse pour ne pas rentrer trop tôt. J'avais un très grand concert de prévu pour le lendemain, et j'avais toujours un peu de mal à trouver le sommeil dans ces moments-là. Que voulez-vous? Même après l'avoir fait des centaines de fois, il y a toujours des choses qui restent très difficiles à faire, comme la première fois. La soirée était aussi nulle et ennuyeuse que j'avais imaginé, voire même pire encore. Mais une chance pour moi, j'étais venue avec les meilleures amies que je pouvais imaginer. Ce sont elles qui m'ont aidée à devenir ce que j'étais. Sans elles, je n'aurais jamais trouvé le courage de passer le premier casting, qui m'a fait découvrir aux maisons de disques et qui m'ont rendu célèbre. Je leur devais vraiment tout. Je pense qu'elles profitaient un peu trop de ma nouvelle fortune pour que je leur offre ce qu'elles voulaient. Mais de toute façon, comme je suis morte peu de temps après, j'aurais gardé mes amis avec moi tout du long. J'aurais sûrement été encore plus riche si je leur avais refusé tout cela. Mais à quoi ça m'aurait servi de garder cette fortune dans la mort? On ne devient pas le ou la plus riche d'un cimetière que je sache. Désolée, je m'égare dans mes souvenirs. Revenons à la soirée. Elle était vraiment nulle. J'ai essayé de garder mon sérieux et de faire bien devant les gens de la haute. Mais si j'étais restée une minute de plus dans cet endroit, j'aurais littéralement explosé sur place. J'ai donc proposé à mes amies d'aller finir cette soirée chez moi. Je n'ai pas eu besoin de leur dire 2 fois pour qu'elles soient d'accord. Mais au final, nous avons été chez une de mes amies qui habitait plus près d'ici. Après une fin de soirée entre filles, je suis finalement rentrée chez moi, à 4 heures du matin. Je n'habitais pas très loin. J'ai donc choisi de rentrer à pied. J'aurais bien voulu vous dire que la soirée était très bien arrosée, mais avec cette maudite période de prohibition, impossible de trouver quelque chose d'alcoolisé dans ce foutu pays. Je suis donc rentrée seule et totalement sobre. En arrivant devant chez moi, il y avait un homme très étrange devant ma maison, qui regardait une carte de la ville. J'ai pensé dans un premier temps qu'il était perdu et qu'il cherchait son chemin. Je n'avais pas l'intention de l'aider. Je n'avais vraiment pas la tête à ça. J'ai donc essayé d'aller à ma porte dans la plus grande des discrétions pour éviter de me faire remarquer. Mais il ne m'a même pas laissé le temps de rentrer, ni même d'approcher la porte, qu'il m'a directement abordé pour me demander son chemin. Il a sorti le nom d'une rue que je n'avais jamais entendue. Il est resté comme ça, pendant plusieurs longues minutes, à insister sur cette foutue rue. Je lui ai pris des mains sa carte pour mieux regarder et abréger cette conversation qui commençait vraiment à me prendre la tête. Mais pendant que j'avais la tête complètement prise dans ma recherche, il m'a collé un gros chiffon sur la figure. C'était sûrement du chloroforme, même si je n'en suis pas vraiment sûre. Cela m'a fait presque directement tomber dans les pommes, sans que je puisse me débattre. Je me suis réveillée dans une grande maison, sûrement peu de temps après. Je voyais l'extérieur depuis une fenêtre et il faisait encore nuit. La maison était très peu meublée. Un vieux canapé, 2 horribles tapis et une grande table. J'étais probablement attachée à la seule chaise qui devait rester dans la maison. J'ai voulu commencer à crier à l'aide quand la porte d'entrée face à moi commença à s'ouvrir. J'espérais voir un policier entrer et me sortir de cet enfer, mais je savais bien que ce n'était pas le cas. C'était l'homme que j'avais vu avec sa carte. Il est entré avec un gros bidon dans les mains. Il devait être plein, vu la difficulté qu'il avait pour le porter. Il commença à le vider sur le sol et sur les murs, un peu partout dans la maison. Je voyais bien qu'il ne savait pas trop ce qu'il faisait. Il passait souvent 2 fois au même endroit, et souvent sur lui-même. Une forte odeur d'essence se dégageait de ce qu'il versait partout.
J'ai rapidement compris qu'il allait mettre le feu à la maison. Quand j'y repense maintenant, vu le prix de l'essence à cette époque, c'était vraiment un assassinat bon marché. Seuls les très riches comme je l'étais se permettraient de faire cela de nos jours. J'aurais pu hurler au secours, ou même le supplier de me laisser partir. Mais je ne suis pas devenue celle que j'étais en suppliant ou en mendiant le premier venu. J'ai commencé par lui demander son nom. Il n'a pas voulu me répondre et je m'y attendais. J'ai donc continué avec d'autres questions simples. Que me voulez-vous ? Où sommes-nous ? Cette maison est à vous ? Il ne dit rien, tout du long de sa préparation. Quand il finit, il alluma une allumette et la jeta sur le sol. Enfin, il recommença plusieurs fois avant de réussir. Je me suis permise donc de lui faire la remarque, après tout. Qu'allait-il me faire si je l'ennuyais ? Me tuer ? Je lui dis donc. Vous n'êtes vraiment pas doué dans ce domaine. Il me lança un regard noir, et tout en lançant la dernière et bonne allumette sur le sol, me répondit enfin. D'après lui, il était un de mes employés que j'aurais jeté comme une merde. Il me reprochait qu'il n'arrivait plus à trouver de travail après son licenciement, qu'il était devenu dépressif, et il m'a même reproché son divorce avec sa femme. Son discours était tellement ennuyeux que j'aurais vraiment voulu mourir sur le coup pour ne plus l'entendre. Il était tellement pris dans son monologue qu'il n'a même pas remarqué la poutre de bois au-dessus de sa tête prendre elle aussi feu et lui tomber lentement dessus, jusqu'à ce que ses accusations se finissent par un gros « boum » sur sa tête. Je ne pense pas qu'il soit mort sur le coup, mais en voyant à quel point il avait été aussi bête dans cet assassinat, je n'avais pas de remords de l'avoir viré avant. J'ai tout de même essayé d'appeler au secours, au moins une fois, pour ne pas avoir à le regretter, et je me suis débattue de toutes mes forces. Mais je me suis vite résignée, et j'ai attendu cette inévitable fin. Une mort longue, et vraiment très douloureuse. Je ne souhaite vraiment à personne de finir comme ça. Je me suis réveillée plusieurs heures après. La maison avait fini de brûler, et j'étais seule, dans un grand tas de cendres, perdue au milieu d'une gigantesque plaine. Pendant quelques minutes, j'ai cru avoir survécu par miracle. Mais j'ai vite retrouvé mon bracelet que je ne retirai jamais, brûlé et un peu fondu. J'ai donc compris que j'étais morte et qu'il me fallait partir. Il m'a fallu des années pour trouver cette taverne. Je suis même tombée dessus par hasard. Je m'amusais à passer de boîte en discothèque pour voir ce qu'il se faisait à la mode au fur et à mesure que les années passaient. Mais maintenant que j'ai trouvé cet endroit, et même quelques-uns de mes anciens fans qui étaient ravis de me retrouver, je ne me vois pas repartir à l'aventure des soirées branchées. Mais je parle et je parle. Vous avez sûrement plusieurs autres histoires à écouter. Après tout le monde a son histoire, ici dans la taverne des morts. L'urbex. Une mode d'explorer le passé pour des lieux perdus de tous et qui pourtant ne l'ont pas mérité. C'est ce que se disait Charles, qui décidèrent de se lancer dans l'aventure il y a peu de temps de cela. Charles avait découvert le bâtiment parfait pour sa première urbex. C'était un ancien hôpital. Il n'avait rien de bien spécial. Il n'avait ni abrité les plus grands psychopathes du monde, ni les plus grands malades, et encore moins les patients d'une peste ou d'une maladie des plus énigmatiques. Avant de s'y rendre, Charles fit beaucoup de recherches sur cet hôpital. Il avait simplement été abandonné à cause de son mauvais positionnement, qui à la base devait servir comme coin tranquille pour les patients. Mais le manque d'accès à l'hôpital, de vétusté à l'équipement et au bâtiment lui-même, et surtout l'ouverture d'un autre hôpital, bien plus performant que celui-là, ont eu raison de lui, et il a tout simplement mis la clé sous la porte. Charles pensait avoir fait une énorme découverte avec cet ancien hôpital qui était à peine trouvable sur le net. Il se lança donc un bon matin, caméra pour les souvenirs, petite carte de la zone et tout l'équipement pour une première urbex. L'hôpital n'était pas très loin de chez lui, mais les routes pour y accéder étaient complètement reprises par la végétation et sa voiture ne l'emmena pas jusqu'au bout du chemin. Il fit donc le reste du parcours à pied, ce qui malheureusement le fit retarder sur son programme.
Un peu déçu de lui-même, car n'ayant pas ce qu'il faut pour visiter de nuit, Charles savait que son urbex serait malheureusement écourté. Il décida donc de ne pas visiter certaines parties du bâtiment, comme le dernier étage, qui par manque d'entretien serait certainement très fragile et trop dangereux pour aller visiter. Il entra prudemment dans l'ancien bâtiment et y découvrit une végétation épaisse qui, visiblement, avait repris ses droits. À l'exception des plantes, le bâtiment était complètement vide. Seuls quelques chaises et autres mobiliers traînaient là par-ci par-là. Mais de toute façon, Charles connaissait bien la règle de l'urbex. On visite, mais on ne prend rien du tout. Après plus d'une demi-heure de visite, Charles fit une rencontre qu'il ne s'attendait absolument pas. Bien sûr, perdu au milieu des bois, il s'attendait à voir des animaux, comme un lapin, quelques oiseaux, ou avec de la chance, un très grand cerf, qui n'aurait été que de passage. Mais il ne fut rien de ça. À la place, il tomba sur un petit chat, une grosse boule de poils rouquine, qui était là, collée à sa jambe, qui ronronnait et visiblement demandait des petites caresses. Charles fut très surpris de le trouver ici, mais il pensa immédiatement à un chat errant, ou qui a dû être abandonné par ses propriétaires. Malheureusement, cette pratique se fait bien trop souvent. Charles passa donc quelques minutes à caresser ce chat, qui était visiblement en manque d'attention. Mais il était déjà en retard sur son urbex. Il décida de continuer et de ne pas faire attention au chat, en espérant qu'il reprenne sa route. Mais il n'en fut rien. Le chat resta près de Charles tout le long de l'urbex. Il ne se passait pas 2 minutes sans que le chat ne ronronne pour réclamer des caresses. Et cela s'entendit dans toutes les vidéos que Charles faisait du bâtiment. S'il voulait ramener des souvenirs immersifs de cet endroit, cela était complètement raté. Charles se dit que ce n'était vraiment pas sa journée. D'abord un retard qui a dû l'obliger à couper une partie du bâtiment. Puis ce chat qui fout en l'air toutes ses prises. Que pouvait-il lui arriver de pire? L'impatience de Charles envers cet animal partit de plus en plus et laissa place à un sentiment de colère envers ce petit chat. Et pour ne rien faciliter la tâche, à chaque fois que Charles essayait de passer dans une pièce, la végétation était beaucoup plus épaisse. Il ne put faire l'urbex ce qu'il désirait. Après 2 heures d'une urbex, que Charles considérait complètement ratée, sa colère était devenue de la rage. Une rage qui devait obligatoirement trouver un défouloir. Et malheureusement le petit chat en fut la victime. Charles mit un coup de pied de toutes ses forces sur l'animal, qui fut projeté à l'autre bout de la pièce. Le chat atterrissa sur le dos et poussa un très gros miaulement de douleur. Puis il partit à toutes jambes, et Charles ne le revit plus jamais. Mais au même moment que le chat quitta la pièce, une grande silhouette transparente sortit de derrière le mur et avança lentement dans la direction de Charles. Cette grande silhouette était celle d'une femme. On pouvait facilement voir à travers elle. Elle portait une longue robe, avait de longs cheveux et la peau extrêmement blanche. Charles ne s'attendait vraiment pas à ce genre de rencontre. La peur et la surprise le paralysa sur place, et il resta bouche bée devant la silhouette qui avança de plus en plus dans sa direction. La silhouette s'arrêta devant lui, elle leva le bras, puis enfonça sa main dans le torse de Charles, qui au même moment eut l'impression que tous ses organes étaient compressés de l'intérieur par quelque chose qu'il ne pouvait expliquer. La femme dit à Charles: « La prochaine fois que je te vois toucher à mon chat, je t'arrache toutes les viscères du corps et je te laisse mourir sur place, comme la dernière des merdes que tu es. » Puis elle relâcha son emprise sur Charles et se volatilisa sur place. Charles tomba violemment sur le sol, alors que la douleur qu'il ressentait en lui disparut au même moment que le fantôme. Il prit 10 minutes à reprendre son souffle, puis il quitta le bâtiment en courant et n'y retournait plus jamais. En arrivant à sa voiture, Charles regarda rapidement ses extraits vidéo afin de voir s'il avait réellement vu cette femme ou s'il avait tout simplement halluciné la chose. Malheureusement pour lui,
Sa caméra s'était coupée une demi-heure après être rentré dans l'hôpital et il ne put enregistrer la scène. Mais cependant, Charles remarqua quelque chose sur ces enregistrements. Il les regarda tous à part un et il y manquait quelque chose. Bien sûr, on le voyait se battre afin d'essayer de pousser quelque chose de sur lui, mais à chaque fois qu'il filmait sa jambe, il n'y avait rien accroché à lui. Encore un genre de prix, se dit Édouard. Et pourtant, il avait bien l'intention de le prendre. Sa passion pour le foot a toujours été le plus grand passe-temps de sa vie. À défaut de pouvoir y jouer en professionnel, il se rattrape en jouant à tous les FIFA. Cette année, le FIFA 21 promet d'être encore mieux que tous les autres. Je vous passerai la liste de tous les détails, mais cela avait donné envie à Édouard, depuis plusieurs semaines maintenant, de se lancer dans cette nouvelle aventure. Mais cela est toujours avec un petit dégoût que Édouard se lance dans un jeu FIFA. Cela lui rappelle le jour où un autre joueur a pris sa place dans l'équipe de foot et qu'il l'a fait renoncer à une belle grande carrière internationale. À chaque fois que Édouard achète un FIFA, il revoit toujours le visage de ce joueur dont nous tairons le nom, qui était là, de mieux en mieux pixelisé dans ce jeu, et qui lui donnait l'impression de le narguer. À chaque fois que Édouard revoyait ce personnage, ce vrai joueur, il repensit toujours au jour fatidique où un simple croche-pied a suffi à le mettre sur le banc de touche jusqu'à la fin de ses jours. Édouard est depuis peu au chômage à cause des événements récents du Covid. Son patron avait jugé bon de se séparer de lui afin de sauver son entreprise. Édouard n'avait pas les moyens de s'offrir ce jeu, mais il ne put imaginer ne pas se l'acheter. Alors chez lui, devant son ordinateur, il passa d'un site de vente à l'autre afin de le trouver à un prix plus convenable. À force de recherche, il réussit à se l'acquérir pour une toute petite somme, ce qui était parfait pour lui, et surtout pour son petit budget. Le délai était fort long. Il dut attendre comme cela pendant 2 semaines, mais cela valait le coup d'après lui. Quand il reçut enfin le jeu, il reçut en même temps une grosse déception. Car voyez-vous, le jeu était bel et bien dans sa boîte, mais la jaquette était des plus dégueulasses, et celle du disque était à peine gravée. La première pensée qu'il se dit était qu'un enfant de 6e aurait fait un 100 fois plus beau travail que cela. Édouard lança quand même le jeu, et il se fit plusieurs parties de suite. Seule la jaquette était moche. Le jeu, lui, de son côté, était tout à fait normal. Après plusieurs parties, la fatigue se fit ressentir, et Édouard fit une fausse manœuvre, ce qui lui coûta un carton rouge. Dans cette fausse manœuvre, il avait accidentellement fait un mauvais croche-pied à un joueur d'une équipe espagnole. D'après les commentateurs, le joueur aurait énormément de mal à récupérer et sa carrière serait peut-être finie. Édouard se dit qu'il y a été quand même très culotté de sortir une telle chose, comme si les commentaires de ces deux-là allaient changer la réelle carrière de ce joueur. Le jeu allait peut-être un petit peu trop loin dans les détails. Énervé d'avoir pris ce carton rouge, Édouard finit sa soirée gaming beaucoup plus tôt et alla se coucher. Ce n'est que le lendemain, devant son petit déjeuner, que Édouard vit aux infos que ce même joueur, qu'il avait blessé dans le jeu, avait effectivement eu cette même blessure, mais d'une manière complètement différente. D'après les infos, il s'avérait que le joueur avait été renversé par une voiture en sortant d'une boîte de nuit. Édouard fut énormément surpris d'entendre cela. Bien sûr, il ne pensa pas immédiatement qu'il était responsable de cette blessure, car la circonstance qui avait mené à cela était bien différente, mais le résultat au final était le même. Il passa la journée comme cela, à réfléchir si oui ou non il était responsable de la blessure de ce joueur. Édouard se refit alors une soirée gaming. Il fit comme cela plusieurs parties de suite, puis arriva le moment où il fit exprès de provoquer un nouvel accident.
Cette fois-ci, c'était un joueur de l'équipe allemande. Comme pour la fois précédente, il lui fit un croche-pied, ce qui a eu pour conséquence que le joueur allemand fasse un roulé-boulé et atterrisse sur son bras droit. Comme les joueurs de ce jeu ne sont pas codés pour faire semblant, le joueur allemand était visiblement très amoché, vu les grimaces qu'il faisait sur le terrain. Les deux commentateurs étaient toujours là à sortir des commentaires morbides, en disant que la carrière de ce joueur était probablement finie, mais que cette fois-ci, il eut plus de chance que l'autre joueur, car au moins ses deux jambes à lui étaient intactes. Edward arrêta donc sa soirée gaming plus tôt, afin d'aller immédiatement se coucher, pour attendre les résultats du lendemain, et voir si cela n'était qu'une grosse coïncidence. Le lendemain, la presse ne parla pas d'un accident qui était arrivé à l'équipe allemande. Edward fut comme rassuré, et il regarda le journal télé jusqu'à celui de 13h, qui ne devait lui apporter rien de plus, car ayant passé toute la matinée sur les infos, il savait déjà tout ce qu'il y avait à savoir. Mais juste avant que le JT de 13h se termine, une info de dernière minute tomba. Un joueur de l'équipe de foot allemande s'était effectivement blessé au bras, il y a de cela quelques minutes à peine. Apparemment le pauvre aurait fait une mauvaise rencontre dans un parc, et cela serait terminé en bagarre qui l'aurait conduit tout droit à l'hôpital. Edward se dit que là, il n'y avait pas de doute possible. Ce jeu avait bien quelque chose de spécial. Il s'imaginait déjà avec un Death Note, et il imaginait toutes les vengeances qu'il pouvait prendre sur les autres joueurs, en particulier sur celui qui lui avait pourri la vie et qui l'avait amené ici, dans cet appartement minable, avec une vie des plus misérables et une situation des plus banales. Mais au lieu de simplement faire du mal, il se dit pourquoi ne pas faire des jeux d'argent? Après tout, je n'ai qu'à reprendre ce qu'il m'est dû. Edward commença alors les paris. D'abord des petites sommes d'argent avec des paris légaux sur les scores des matchs qui bien sûr étaient complètement truqués car plusieurs joueurs s'étaient mystérieusement décommandés juste avant le match. Mais Edward découvra rapidement une autre forme de pari. Après avoir fait quelques recherches sur le Deep Web, il trouvit un système de paris assez récent, je dois dire, et des plus illégaux, aussi bien aux yeux de la loi qu'aux yeux de la moralité elle-même. Tous les paris étaient sur quel joueur de foot allait bientôt être blessé et dans quelles conditions. Des grosses sommes d'argent étaient toujours pariées, car les probabilités de se blesser étaient quasiment infinies. Mais Edward avait l'avantage de savoir quand les joueurs allaient être blessés, car il le provoquait lui-même. Ça lui est même arrivé quelquefois de réussir à gagner le bonus en proposant des accidents domestiques. Au fur et à mesure que les matchs furent annulés, les paris organisés et les joueurs du monde entier, un à un blessés, Edward avait rempli son compte en banque et il était prêt à commencer une nouvelle vie au soleil. Avec ses millions d'euros, sa nouvelle copine, aussi belle et aussi merveilleuse qu'il ne pouvait l'imaginer, sa magnifique voiture dont il avait toujours rêvé, et enfin une belle villa dans une île paradisiaque. Oui, il avait maintenant bien plus que n'importe quel autre footballeur n'avait jamais eu. Mais avant de mettre fin à tout cela, il lui restait une dernière petite chose à régler avant de partir. Il lança donc sa dernière partie et il joua contre le personnage qui lui avait à la base fait rater sa vie. Grâce à quelques petits cracks et mods ajoutés sur la console, il fit la partie la plus sanglante qu'il n'avait jamais vue sur un FIFA. Tous les personnages de l'équipe opposée avaient eu de grosses blessures et avaient tous été conduits à l'hôpital, sauf un, qui était mort sur le terrain, après avoir été piétiné par tous les joueurs de son équipe, avec leurs chaussures à crampons. La partie terminée, il resta devant les infos pendant plusieurs jours de suite et attendit l'événement important, la mort de cette personne qui arriva pile au moment qu'il s'attendait. Pour cette mort, il ne fit pas de pari, car voyez-vous, les autres parieurs auraient eu bien trop de doutes
sur les précisions de cet accident. Édouard n'avait comme récompense qu'un plaisir éternel de voir et revoir cet accident qui en plus avait été filmé en direct par une caméra de sécurité et qu'il se repasse tous les jours. Et à chaque fois, toujours le même sourire et le même éclat de rire à l'idée de voir son pire ennemi finir encore plus bas qu'il ne l'avait été. Et tout cela sans qu'il n'ait à se fatiguer. Le Grand Canyon, un endroit légendaire où il règne la tranquillité et la beauté même de la nature. Visité par des milliers de personnes chaque année, on peut facilement dire que c'est l'un des plus beaux paysages qu'il ne faut surtout pas rater dans toute sa vie. Cependant, même cet endroit magnifique cache un bien triste secret. Plusieurs promeneurs en quête de tranquillité témoignent avoir déjà vu une créature ou un être humain se promener non loin d'eux, les suivant à la trace et guettant le moindre fait et geste de leur part. Le peu de description que nous avons de sa part est toujours la même. Un grand homme, vêtu de noir, portant un masque ressemblant à un lapin. Moi et les autres rangers, nous avons décidé de baptiser cette créature le Rabbit Man. Dans la grande majorité des cas, il ne se contentera que de vous suivre pendant plusieurs minutes, puis il disparaîtra aussi rapidement qu'il est apparu. Nous savons également de sources sûres qu'il n'est pas spécialement courageux. Le Rabbit Man ne s'en prendrait pas à des groupes de personnes de plus de 3 individus. Et les rares tentatives d'agression signalées de sa part se seraient passées toutes dans la nuit. D'après les rescapés des attaques, il profiterait d'un moment de lassitude ou de distraction de la part des victimes pour leur sauter dessus avec une arme blanche. Cette arme peut varier entre le simple couteau au gros maillet de chantier, en passant même par la grosse matraque. Il aurait ainsi comme cela agressé plusieurs personnes, mais beaucoup réussissent à en sortir indemnes de cet affrontement. Dans la grande majorité des cas, les victimes entendraient aussi un rire, un petit rire sournois, presque inaudible dans un premier temps, mais qui deviendrait de plus en plus fort au fur et à mesure où la créature se rapprocherait d'eux, puis se terminerait par une phrase complètement incompréhensible. Depuis le temps que le Rabbit Man a fait son apparition, de nombreuses disparitions ont été signalées dans le Grand Canyon. Cela fait plusieurs mois maintenant que nous cherchons quelques corps par-ci par-là, mais nous ne les avons jamais trouvés. Nous n'avions jamais eu la preuve que ce fou était mêlé aux disparitions, mais depuis hier, nous avons quelqu'un qui a survécu au massacre. Un jeune homme qui était venu en vacances avec sa copine. Il nous a fallu un moment pour lui demander qu'est-ce qui s'était passé. Le pauvre était encore en état de choc et incapable de nous expliquer quoi que ce soit. Cela fait maintenant quelques heures qu'il nous raconte sa séquestration et dans quelles conditions il l'a vécue. Il est resté comme cela dans une caverne cachée dans le Grand Canyon pendant plusieurs longues semaines. Le Rabbit Man avait déjà séquestré plusieurs personnes dans sa tanière et il les tuait toujours dans l'ordre où il les avait capturés, comme un homme normal qui se ferait sa nourriture en fonction des dates de péremption. Il nous expliqua aussi que le Rabbit Man n'avait pas spécialement de mode opératoire pour tuer ses victimes. Au contraire même, il prenait plutôt plaisir à essayer différentes techniques au fur et à mesure du temps afin de s'améliorer et d'essayer sûrement de se trouver son propre style. Parfois, il en attachait certains par les pieds, les suspendait dans les airs et les sciait en deux, en commençant par le haut du bassin, puis en descendant jusqu'à la tête. D'autres étaient démembrés sur place, afin de remplir son garde-manger, en laissant les troncs hurler de douleur et les laissant mourir d'hémorragie. La dernière exécution qu'il ait eu la malchance d'assister fut celle de sa copine. La pauvre fut empalée vivante sur une pique juste devant lui. Elle resta là à hurler pendant plusieurs longues heures,
puis mourut de ses blessures. Le jeune homme eut la possibilité de s'échapper sans avoir préparé la moindre tentative d'évasion. Après avoir passé tout ce temps au milieu de ces massacres, il avait complètement renoncé à la vie et avait accepté son destin. Mais son dernier camarade de cellule refusait encore de mourir ici. Il tenta donc une sortie en force, bousculant le Rabbitman, et essaya de le semer dans son immense tanière. Seulement il se fit vite rattraper et fit rajouter à la longue liste de corps qui attendaient d'être découpés pour être mangés. Mais dans la bagarre et dans la précipitation, le Rabbitman n'avait pas fermé la porte de la cage derrière lui. Le jeune homme en profita donc pour s'enfuir de la plus grande des discrétions, et il réussit à en gagner la sortie. Ne remarquant pas sa disparition, le Rabbitman resta à ses occupations habituelles, lui laissant une longue longueur d'avance. Le jeune homme continua à avancer aléatoirement dans le Grand Canyon, jusqu'à tomber sur un autre groupe de promeneurs, qui nous appelèrent immédiatement pour venir le chercher. Maintenant nous avons une vague idée d'où il se cache. Nous attendons juste des renforts, puis nous allons certainement lancer une grande chasse à l'homme. Mais j'avais quand même 2 dernières questions en tête. J'en profitèrent donc que le jeune homme était dans une pièce seule, afin d'essayer de récupérer pour lui poser. Je lui demandèrent en quoi étaient faits ces masques de lapin, qui d'après les témoignages, étaient souvent très différents les uns des autres. Il me dit que le Rabbitman les faisait à partir de la peau de ses victimes, et il les retaillait sur place, en fonction de la taille ou du lapin qu'il ciblait à refaire. Je lui posai une dernière question avant de partir. Savez-vous pourquoi a-t-il choisi un lapin comme déguisement ? Il l'entendait souvent dire à voix haute dans sa tanière. Le lapin, personne ne se méfie du lapin. Le lapin est tout mignon. Le lapin est tout innocent. Jamais personne ne regarde le lapin. Personne ne fait attention au lapin. Et pourtant, il devrait bien. C'est vrai maintenant quand on y pense. On a souvent vu un lapin dans un champ, dans une cage dans un magasin, ou même sur le rond-point d'une grande ville, planté là, en train de manger de l'herbe. Mais y portons-nous réellement attention ? La plupart du temps, non. Nous allons bientôt partir maintenant, mais peut-être que lui aussi est parti. Peut-être qu'il a remarqué depuis un moment l'absence du jeune homme, et qu'il sait que nous allons le chercher. Et maintenant, j'ai envie de vous poser une dernière question à vous. Est-ce que vous aussi, si vous verriez un lapin comme ça dans la rue, est-ce que vous y porteriez attention ?